Les congés de fin d'année étant passés après une brève période d'interruption, nous reprenons notre activité. Cette année 2014 commence par un premier podcast en rapport avec le programme de géographie de 5e. Dans les minutes qui viennent, nous allons aborder la question des inégalités face au risque. Il ne va pas s'agir de reprendre le cours et l'étude de cas en détail, mais simplement de rappeler les principaux points abordés dans la généralisation. Le premier, bien entendu, la définition du concept de risque majeur. Qu'est-ce qu'un risque majeur ? Pour que l'on puisse parler de risque majeur, il faut qu'il y ait l'intersection de deux éléments, en fait. D'un côté, un événement dangereux et de l'autre, une population. Un risque majeur est tout simplement un phénomène dangereux, naturel et technologique, ou technologique, qui menace un grand nombre de personnes. Ces risques ont pour cause ce que l'on appelle un aléa. Un aléa, c'est tout simplement un phénomène dangereux, plus ou moins probable en un lieu donné. Les cyclones qui avaient été abordés dans l'étude de cas entrent bien entendu dans cette catégorie, mais aussi les séismes ou tremblements de terre, le volcanisme, les raz-de-marée, voire même un accident industriel sur un site sensible. Voilà pour la définition du concept de risque majeur. Maintenant, essayons de faire une espèce de typologie des risques majeurs. Alors, une très légère typologie, une typologie très simple, puisque nous ne distinguerons ici que deux principaux types de risques majeurs. Le premier type de risque majeur est ce qu'on appelle le risque naturel. Dans les risques naturels, on fait rentrer les tempêtes, les séismes, les inondations, entre autres. Ces risques naturels représentent la plus grande part des risques auxquels sont exposées les populations. Si l'on s'appuie sur des chiffres, entre 1990 et 2007, 34% des catastrophes sont liées à des inondations et 26% à des tempêtes. Rien qu'avec ces deux aléas, nous avons 60% des catastrophes, donc une bonne partie des risques auxquels nous sommes exposés. Le second type de risque est ce qu'on appelle le risque technologique, autrement dit, c'est le risque lié aux activités humaines. C'est un risque qui est là aussi multiforme et qui recouvre par exemple le risque nucléaire, le risque lié aux activités industrielles, notamment celles nécessitant l'emploi de produits dangereux ou instables, et puis le risque de marée noire. Alors quelles sont les régions les plus exposées de notre planète ? Il est difficile d'esquisser rapidement une géographie des risques, retenons simplement quelques éléments, quelques idées générales quant à la répartition. Premier élément, lorsque l'on regarde les catastrophes naturelles qui se sont déroulées au XXe siècle, on constate en fait une forte inégalité entre régions. L'Europe occidentale, l'Afrique apparaissent au final comme relativement épargnées. Alors, attention, évitons de trop schématiser. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque en Europe de l'Ouest, car cette région est comme les autres exposée. Si l'on regarde le fameux couloir de la Manche, qui fait partie des zones maritimes les plus fréquentées de notre planète, ce littoral de la Manche a eu son lot de marées noires. Ces marées noires marquent d'autant plus qu'elles sont des phénomènes qui sont très très spectaculaires. Le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz en 1978, avec le déversement de 230 000 tonnes de pétrole dans la mer, le naufrage de l'Exxon Valdez en 89, le naufrage de l'Erika en décembre 99 et même encore plus récemment, le naufrage du Prestige au large de la Galice le 13 novembre 2002 qui a gravement souillé les côtes du Portugal, du Pays Basque, de l'Aquitaine et même jusqu'à la Vendée et au sud de la Bretagne. Donc le risque est bien présent en Europe de l'Ouest, risque technologique ici, de même autre risque technologique, le risque nucléaire est très présent sur le territoire français. D'ailleurs, il ne cesse d'alimenter le débat politique. Et quant au risque industriel, comme dans toutes les régions développées et industrialisées, il est lui aussi inévitable. Il suffit de se remémorer en 2001 la catastrophe d'AZF à Toulouse avec l'explosion de 300 tonnes de nitrate d'ammonium. Cette explosion a fait 30 morts, 90 blessés et des millions d'euros de dégâts. Les risques sont décidément très présents chez nous, particulièrement les risques technologiques, nous venons de le voir. Simplement, les populations sont bien moins exposées chez nous qu'en Amérique, en Asie du Sud et de l'Est. Ces dernières régions sont d'autant plus exposées au risque qu'elles représentent les principaux foyers de peuplement de notre planète. Je vous rappelle que l'Inde comptait 1,2 milliard d'habitants en 2002 et la Chine 1,3 milliard. Entre 1974 et 2003, l'essentiel des victimes des catastrophes naturelles habitaient dans un des trois pays suivants, la Chine, l'Inde et le Bangladesh.
Si l'on répertorie comme victimes les personnes mortes, blessées ou ayant nécessité une aide d'urgence, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, leur nombre monte à plus de 1,9 milliard pour la Chine entre 1974 et 2003 et à plus de 1,8 milliard pour l'Inde sur la même période. Il faut dire que ces territoires se situent souvent en zone tropicale, leurs littoraux sont donc exposés aux cyclones. De même, les inondations qui sont liées aux pluies de mousson sont véritablement un phénomène annuel et les littoraux sont à proximité d'axes de transport pétrolier importants, d'où un risque, là aussi très important, de marée noire. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on compare les effets des catastrophes et les politiques mises en place pour faire face aux risques, deux types d'États apparaissent. Il y a tout d'abord, première catégorie, les États développés, que l'on appelle aussi les États du Nord. Nous ferons entrer dans cette catégorie les États européens, les États d'Amérique du Nord notamment. Ce sont des États qui sont riches et développés, qui ont les moyens financiers de mettre en place une véritable politique de prévention des risques. Cette politique de prévention des risques passe par des constructions qui sont destinées à minimiser les risques, comme la construction de digues pour faire face aux cyclones et aux inondations dans la région de la Nouvelle-Orléans. La politique de prévention des risques passe aussi par la mise en place d'une politique de sensibilisation des populations, d'une politique d'éducation, d'information. Dans les zones les plus exposées, de véritables systèmes d'alerte extrêmement performants sont mis en place. L'exemple type, c'est bien entendu le Japon, qui est un territoire exposé à une véritable accumulation de risques, mais un territoire développé. Ainsi, un séisme comme celui du 14 juin 2008, un séisme d'une amplitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, n'a fait que 10 morts et 200 blessés. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement en raison du système de prévention. Dès les premières secousses, le système d'alerte s'est déclenché. Il a émis dans les 3 secondes des signaux qui ont été transmis et relayés ensuite par la télévision et les autres moyens de communication. Les précieuses secondes qui ont été gagnées ont permis aux Japonais de se mettre à l'abri. D'ailleurs, les normes de construction antisismique, l'éducation qui est mise en place dès le plus jeune âge, l'apprentissage au travers de l'école et d'exercices réguliers ont aussi fait la différence. Si on veut une comparaison, eh bien on peut prendre la Chine, qui est un État moins développé. Un tremblement de terre de magnitude comparable, c'est-à-dire de 7,9 sur l'échelle de Richter, a eu lieu le 12 mai 2008 dans la région du Sichuan, et il a fait, lui, 69 000 morts, 18 000 disparus et 374 000 blessés. La mise en place d'une politique de prévention est donc un élément clé qui permet de comprendre que dans les États riches, la réalisation d'un risque, c'est-à-dire une catastrophe tout simplement, la réalisation d'un risque a souvent un impact humain moins élevé. En revanche, l'importance des infrastructures, l'importance des activités industrielles, les logements en dur expliquent aussi un bilan financier qui est, lui, en revanche, beaucoup plus élevé. Dans les États peu développés, le phénomène est tout à fait inverse. La comparaison du bilan du passage des 4 mêmes cyclones en août et en septembre 2008 à Haïti, un pays qui fait partie des États les moins développés de notre planète, et de l'autre côté aux États-Unis, qui est un État très développé. La comparaison du bilan de ces passages des 4 cyclones dans ces deux États est tout à fait édifiant. En 2008, ces cyclones ont fait 63 victimes aux États-Unis, 20 milliards de dollars de dégâts. En revanche, à Haïti, le bilan humain monte à 793 victimes pour 0,9 milliards de dégâts, pour 900 millions de dollars de dégâts à peu près. Donc, si dans les PVD, dans les pays en voie de développement, les catastrophes sont moins coûteuses, les pays étant moins riches, l'impact humain est souvent particulièrement lourd. Cela s'explique bien entendu par la pauvreté, qui empêche la mise en place d'une coûteuse mais indispensable politique de prévention. L'argent manque pour les aménagements, pour l'information, pour l'éducation des populations qui ont déjà souvent du mal à aller à l'école. La réalisation d'un risque dans un État en voie de développement est d'autant plus problématique que l'État est souvent déjà désorganisé, les populations qui sont déjà fragilisées, sans ressources. Comme en 2008 à Haïti, une fois la catastrophe réalisée, les difficultés s'enchaînent.
L'État déjà désorganisé sombre dans le chaos et dans certaines régions isolées, les populations sont soumises à la loi du plus fort. L'État ne parvient pas à maintenir l'ordre, notamment au cours des distributions de nourriture. Et avec la destruction du bétail, des récoltes, les habitants qui étaient déjà fragiles sur le plan nutritionnel sont exposés à un risque de malnutrition sévère, voire même un risque de famine. Et d'ailleurs, cela ne s'arrête pas là. La situation sanitaire se dégradant, les organismes étant fragilisés, le risque d'épidémie est encore accentué. À ce moment, les États peu développés sont totalement sous la dépendance de l'aide et de l'assistance internationale, que ce soit pour la gestion de la situation d'urgence ou même à moyen terme, voire carrément à long terme, pour la reconstruction. À plus d'un niveau donc, on vient de le voir, les risques majeurs sont un révélateur des inégalités entre États et la mise en place d'une politique de prévention qui est dépendante des ressources des pays, donc de leur richesse, apparaît véritablement comme un élément clé. Cette politique de prévention conditionne le bilan humain et là s'expliquent les bilans souvent lourds dans les PVT, dans les pays en voie de développement. L'accumulation des risques sur un territoire donné, comme au Japon, qui est très très exposé aux risques technologiques, à une multitude de risques naturels, les séismes, le volcanisme, les tsunamis. L'accumulation des risques doit entraîner une adaptation des populations et de l'État afin de limiter l'impact des catastrophes. Définition de risque, d'aléas, type de risque, inégalité des États avec opposition entre États développés et PVD. Tels sont les principaux points à retenir de cette leçon. Et pour aller plus loin et bénéficier encore d'autres contenus, n'hésitez pas à vous connecter à cette adresse internet www.memohistoire.fr.